Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Ils apparaissent venus de nulle part et menacent notre existence même. Cela peut aller de pierres qui s'écrasent sur des maisons jusqu'à des rochers de la taille de l'Everest qui font redouter une destruction de masse. En tout cas, personne n'est hors de leur portée. Et certains de ces intrus ne sont pas des extraterrestres, mais des débris spatiaux fabriqués par l'homme. Mettez-vous à l'abri tandis que nous enquêtons sur ces objets mortels qui pleuvent de l'espace, météorites ou débris spatiaux. « 23h39, 6 octobre 2008. L'observatoire de Catalina en Arizona note un événement inédit. Un astéroïde de la taille d'un 4x4 arrive en hurlant vers la Terre à une vitesse de 43 000 km/h. La communauté scientifique internationale est en alerte. Cet astéroïde va-t-il entrer en collision avec la Terre ? Cet objet avait ceci de particulier qu'il risquait de toucher la Terre. Au cours des 21 heures qui ont suivi, on a effectué 400 observations pour essayer de calculer précisément son orbite. Au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Steve Chesley reçoit un appel d'urgence. Il est impératif de savoir quand et où cette roche va toucher le sol. Ils m'ont envoyé les données. Je me suis précipité à mon bureau avec une certaine excitation et j'ai passé les heures suivantes à tenter de résoudre le problème et aligner des chiffres. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 1% de chance pour qu'il se produise un impact. Selon les calculs de Chesley, la collision devait se produire dans moins de 13 heures, vers 5h45 en Afrique de l'Est. La cible, le désert nubien qui s'étend au nord du Soudan. Jamais nous n'avions imaginé découvrir avant l'impact un astéroïde prêt à percuter la Terre. Là, nous avions le temps de réagir et de prévoir le point d'impact. C'était extraordinaire. On n'avait encore jamais vu ça. Le compte à rebours est lancé. Le temps est insuffisant pour arrêter cette course folle. On avertit par email ceux qui sont au sol aussi bien que dans les airs. 5h45. C'est l'instant fatal. Un pilote de ligne commerciale survole le Soudan. Il voit une boule de feu entrer dans l'atmosphère de la Terre et exploser avec une énergie équivalente à des milliers de tonnes de TNT. En entrant dans l'atmosphère, il s'est enflammé et s'est mis à briller. À un moment, les tensions exercées sur l'objet sont devenues si énormes à cause de la pression de l'atmosphère qu'il a tout simplement explosé. Le même bruit qu'un avion qui passe le mur du son. Au sol, à 37 km en dessous, la population soudanaise de retour de la prière du matin entend un bruit terrifiant. Les témoins voient une boule de feu lumineuse suivie de mystérieux éclairs de lumière qui déchirent le ciel. Les spécialistes avaient espéré que l'astéroïde ne soit pas assez lourd pour traverser entièrement l'atmosphère terrestre et créer une catastrophe au sol. Des satellites pistent cette violente explosion, mais rien n'indique qu'il reste des fragments. Des gens ont peut-être été effrayés par un tel impact, mais le risque de blessure est vraiment très faible en présence d'un objet si petit. Et Steve avait raison. Aucune blessure ou dégâts liés à la chute de débris n'a été signalée dans la région. La Terre a échappé au désastre parce que la région était très reculée et que l'impacteur était bien petit.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Décembre 2008. L'astronome Peter Yenniskens organise une équipe de recherche et de récupération à l'université de Khartoum au Soudan. Il est déterminé à trouver l'invraisemblable, des météorites, les fragments de l'astéroïde 2008 TC3. Nous avons affrété un autobus avec des étudiants impatients de commencer les recherches. Nous avons parcouru 29 km dans le désert avant d'arriver au lieu proche de l'explosion et de chercher des petits morceaux résiduels. Le seul guide des chasseurs de météorites est une carte du désert nubien sur laquelle on a tracé le trajet qu'a dû parcourir l'astéroïde. Ils se sont servis de la trajectoire que j'avais calculée et de la piste que j'avais tracée sur la carte du désert pour les guider dans leurs recherches. On s'est mis en ligne à intervalles de 20 à 30 mètres et on a commencé à avancer ensemble dans le désert, à la recherche de choses noires. Mais localiser de petites pierres ressemblant à des morceaux de charbon dans un désert rocheux, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le soleil se couche sur la première journée et l'équipe est sur le point de repartir les mains vides quand un étudiant arrive avec une pierre qui éveille les soupçons. Un étudiant, Mohamed Al-Amin, avait une petite pierre dans la main. C'était de toute évidence une météorite. Sa croûte de fusion était d'un noir magnifique. Cela ne faisait aucun doute. C'était une météorite. Tout le monde a commencé à crier, à chanter, à agiter les bras. Il découvre 280 échantillons de météorites d'un poids total de 11 livres. Pour des spécialistes des planètes, c'est comme découvrir une véritable mine d'or. Voici une des météorites qui a été récupérée. Elle n'était pas plus grande que cela. Nous pensons qu'un certain nombre d'entre elles sont tombées très rapidement après l'explosion. Et cela a provoqué leur éclatement alors qu'elles étaient encore dans les airs. 2008 TC3 est le premier astéroïde récupéré au sol après avoir été formellement repéré dans l'espace. Les spécialistes parlent de lui comme du premier échantillon d'astéroïdes revenu de mission. C'est la première fois que nous détections un objet dans l'espace, que nous prévoyions qu'il allait toucher la Terre, que nous observions son parcours et que nous le voyions frapper notre planète. Nous en avons même récupéré des morceaux. C'est remarquable. Cela a été une expérience fantastique pour nous. C'était un excellent test pour nous préparer à un éventuel impact plus important qui pourrait se produire un jour dans le futur. La Terre n'aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que 2008 TC3 faisait partie d'une roche bien plus importante venue de la ceinture d'astéroïdes, une région située entre Jupiter et Mars, où les astéroïdes et les comètes ont élu résidence. Dans cette région galactique surpeuplée, les restes fossiles datant de la formation du système solaire entrent de temps à autre en collision entre eux et donnent naissance à des roches plus petites. Ce sont ces fragments qui sont susceptibles de se diriger vers la Terre. La vitesse d'impact lors d'une collision entre deux astéroïdes est assez comparable à celle d'une balle de revolver. Les astéroïdes de la grande ceinture foncent les uns vers les autres à des vitesses de plus de 17 000 km/h. Mais une balle, quand elle sort de l'arme, quitte le canon à une vitesse 5 fois inférieure. Donc cela ne contente pas de produire des fragments. Cela explose littéralement en 1000 morceaux. Nous allons recommencer et installer notre petit astéroïde artificiel à une certaine distance avant de tirer. Comme il est difficile de se procurer de vrais astéroïdes, nous allons utiliser quelque chose qui y ressemble. Ces impacts de balles sont comparables aux collisions de la ceinture d'astéroïdes. Voyons les résultats. Ils sont assez proches de ceux d'un impact d'astéroïde. On a quelques gros morceaux, quelques morceaux de taille moyenne, mais la nature sait particulièrement bien fabriquer une foule de petits débris.
Les petits fragments d'1 kilomètre de diamètre sont aujourd'hui des astéroïdes proches de la Terre, appelés NEA. Ils ont fait leur chemin depuis la grande ceinture d'astéroïdes, et en entrant dans le système solaire intérieur, ils passent à côté de notre planète et parfois entrent en collision avec elle. Ces objets proches de la Terre, ou NEA, ont transformé notre environnement spatial en une zone dangereuse. La vitesse à laquelle ces objets filent dans le système solaire intérieur les rapproche d'un groupe de véhicules conduits par des chauffards sur une autoroute. Les véhicules se déplacent à grande vitesse. Quand ils croisent de petites routes sans regarder, ils entrent en collision. Ils se percutent à grande vitesse. C'est un peu comme les objets qui suivent des orbites différentes autour du Soleil. À intervalles de plusieurs siècles, la Terre est frappée par des roches de la taille d'un stade de football, qui peuvent détruire des villes entières. Mais tous les 500 000 ans, nous sommes percutés par des roches de la taille de montagne, qui, elles, peuvent déclencher des désastres globaux. L'atmosphère de la Terre, la couche de gaz qui entoure notre planète, brûle la plupart des matériaux. Mais parfois, des objets plus grands et plus lourds parviennent à la traverser. Dès qu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre, ils ralentissent, freinés par l'atmosphère, et perdent ainsi presque toute leur vitesse d'entrée. On aperçoit en même temps une boule de feu, et une fois qu'ils ont perdu la vitesse avec laquelle ils sont entrés dans l'atmosphère, ils ne font plus que tomber à la surface de la Terre. Quand les astéroïdes atteignent l'atmosphère terrestre, ils deviennent des météores, des boules de feu lumineuses dans le ciel. S'ils atteignent le sol, on les appelle des météorites. Rien qu'au siècle dernier, les météorites ont frappé des maisons, des véhicules et même des personnes. En 1954, une météorite de 4 kg a traversé le toit d'une maison en Alabama et a frappé une femme à la hanche. Elle a été gravement blessée. En octobre 1992, des vidéastes amateurs ont filmé une boule de feu qui traversait le ciel au-dessus de plusieurs États de la côte atlantique. La météorite de 14 kg s'est écrasée à l'arrière d'une voiture dans l'État de New York. En novembre 2008, une caméra de surveillance de la police a enregistré l'explosion d'une météorite au-dessus d'Alberta, au Canada. On avait les enregistrements vidéo qui prouvaient que ces objets tombaient vraiment du ciel. Ce qui est encore plus étonnant, c'est la preuve matérielle d'impact beaucoup plus important. Ceux qui ont provoqué des catastrophes générales dans le passé et dont les répliques pourraient déclencher une apocalypse cosmique dans le futur. La Terre n'a pas toujours été une destination idéale pour les êtres humains. À ses débuts, il y a 3,8 milliards d'années, la troisième planète venue du Soleil était un terrain de cataclysme cosmique. Au cours d'une brève période appelée le Grand Bombardement Tardif, des milliards de débris vestiges de la formation du système solaire ont martelé de coups notre planète. Ces impacts étaient 20 000 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que Jupiter et Saturne, deux planètes géantes de notre système solaire, sont entrées en résonance gravitationnelle. Ainsi, Jupiter parcourait 2 orbites complètes autour du Soleil, tandis que Saturne n'en accomplissait qu'une. Cela a entièrement réorganisé le système solaire. Il y a eu un remaniement d'Uranus, de Neptune, de Jupiter et de Saturne, et les planètes géantes se sont déplacées plus loin. À ce moment-là, les planètes et les astéroïdes ont été envoyés valser dans le système solaire intérieur. En même temps, ces corps rocheux ont contribué à façonner notre planète naissante telle qu'elle est aujourd'hui. Voici les cicatrices de cette bataille. Seuls 170 cratères d'impact sont encore visibles sur Terre. Le temps, l'eau et la tectonique des plaques ont arasé la plupart des traces de cette ancienne période de violence cosmique.
Mais on trouve des indices du passé tumultueux de la Terre sur la Lune, qui s'est formée en même temps, mais où aucun processus d'érosion ou de tectonique des plaques ne tente à faire disparaître les preuves. La Terre a été bombardée de la même façon que la Lune. Quand on observe celle-ci dans le ciel, on voit une surface couverte de cratères et qui a été frappée au moins avec la même force. En fait, comme nous sommes une cible plus large, nous l'avons été encore plus. À partir du décompte des cratères lunaires, les scientifiques peuvent déduire le nombre d'impacts passés et présents sur la Terre. Les spécialistes peuvent deviner la taille et la composition des astéroïdes qui ont frappé la Terre en étudiant les caractéristiques des cratères formés. Nous allons essayer aujourd'hui de faire une expérience. Nous allons projeter des poids dans le sable et voir si nous pouvons en tirer une relation entre la taille de l'objet et celle du cratère ainsi créé. En me basant sur les mesures que j'ai prises, je calcule que cette plage a été frappée par 3 roches de 125 cm de diamètre, 5 de 15 cm de diamètre et 11 de 5 cm. Cette technique qui permet de mesurer la taille et la fréquence des cratères sur cette plage est très proche de celle qu'utilisent les spécialistes pour comprendre la fréquence des impacts qui ont eu lieu sur Terre. Aujourd'hui, les cratères les mieux conservés se trouvent dans des zones désertiques. Le Meteor Crater, ou cratère Barringer, situé en Arizona, est un vestige du cataclysme provoqué par des objets venus de l'espace. Les spécialistes ne font que commencer à comprendre les répercussions de ces événements d'une grande violence. Ok, lumière. Bon, on peut recommencer à 250 000 ? Le géologue planétaire Peter Schultz a mis au point un nouveau type d'expérience pour simuler des cratères d'impact sous la surface. Au département de la NASA consacré au tir vertical de projectiles à très haute vitesse, la VGR, Schultz utilise un énorme canon à gaz léger de calibre 30 qui tire des projectiles sur différentes cibles à l'intérieur d'une chambre à vide. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder à l'intérieur du cratère quand il se forme. Pour cela, nous allons utiliser un bloc acrylique. Il est transparent, si bien qu'on peut observer le cratère quand il grandit, mais de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cette petite bille représente l'astéroïde qui va percuter la Terre. Et maintenant, allons à l'intérieur. Nous sommes dans la chambre d'impact. C'est là où tout se passe. La bille va y pénétrer à une vitesse de 6 km par seconde. Elle va frapper ce bloc transparent, puis nous allons regarder ce qui se produit sous le sol quand l'astéroïde frappe la surface de la Terre. À l'extérieur de la chambre, des caméras à haute vitesse vont enregistrer l'impact sous différents angles. Dans la salle de contrôle, Schultz surveille le moniteur avec nervosité. High voltage. Le canon vertical lance le projectile, la bille de verre, en direction du bloc acrylique. Parfait. Ok, c'est absolument génial. L'expérience est une réussite totale. Ici, nous avons l'impact. Et maintenant, on voit ce panache de vapeur. C'est vraiment du gaz brûlant. Il est à peu près la température qui règne à proximité de la surface du Soleil. En s'éloignant, il refroidit, et maintenant on commence à voir le cratère se former avec le matériau éjecté. Maintenant, on voit le cratère commencer à se former de l'intérieur. C'est extraordinaire. Je vais voir ce qui s'est passé là-bas. On y est arrivé. À présent, on peut observer comment ces failles se sont développées avec le temps. S'il s'agissait d'un impact important,
elle s'agrandirait et le cratère entier pourrait s'effondrer à l'intérieur et disparaître. Les expériences sur les impacts au sein du département de la NASA ont éclairé notre connaissance des immenses destructions opérées par des astéroïdes tombés de l'espace. Quand on observe un impact, on ne voit pas seulement des crevasses et des craquelures. On voit aussi un panache de vapeur en train de se déployer. Tout cela affecte les formes de vie et par conséquent leur survie. Si cela venait à se reproduire de nouveau sur Terre, cela provoquerait une destruction encore plus importante. Les spécialistes ont découvert que des impacts d'objets venus de l'espace avaient déjà affecté l'évolution de la vie sur Terre. Nous savons que le flot de météorites frappant la Terre était beaucoup plus important par le passé qu'aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, un grand impact il y a 65 millions d'années, à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille de l'Everest a percuté la péninsule du Yucatan au Mexique, avec l'énergie d'une bombe de 100 millions de mégatonnes. L'impact a donné naissance à un cratère sous-marin de 160 km de large qui a été découvert dans les années 1980. Les spécialistes ont déterminé que cet impact avait déclenché des événements atmosphériques susceptibles d'avoir provoqué une extinction de masse. 75% des espèces préhistoriques, dont les dinosaures, auraient alors été anéanties. Quantité de causes ont pu conduire à ces extinctions. Par exemple, le réchauffement de l'atmosphère par les débris et les éjections peut avoir généré de monstrueux incendies, ou l'empoisonnement de l'atmosphère par des gaz émis par l'astéroïde atomisé. Ce fut le plus grand désastre écologique qu'on puisse imaginer. Mais était-ce la dernière fois qu'un astéroïde déclenchait une extinction de masse? Une nouvelle théorie controversée suggère qu'une roche spatiale est responsable de la disparition des grands mammifères de l'ère glaciaire. Les spécialistes meurent d'envie de savoir ce qui s'est produit il y a 13 000 ans. L'ère glaciaire touchait à sa fin. Le continent nord-américain était peuplé de grands animaux comme le mammouth laineux, le mastodonte, le paresseux géant ou Megatherium ou l'ours à face courte. Mais quelque chose a provoqué la disparition de 35 groupes d'espèces d'après les vestiges fossiles que nous possédons. Beaucoup pensent que ce sont les paléo-indiens chasseurs-cueilleurs qui peuplaient l'Amérique du Nord qui ont exterminé les grands mammifères. Mais un récent indice étonnant laisse penser qu'un objet venu de l'espace pourrait avoir mené à leur perte ces créatures géantes. Il y a 13 000 ans, le climat a changé d'un seul coup et de façon dramatique. Il semble qu'un objet extraterrestre, une grande météorite, un astéroïde ou une comète, ait explosé dans l'atmosphère. Et subitement, la planète a été ramenée dans une brève ère glaciaire. L'Amérique du Nord a vécu un bref retour aux conditions de l'ère glaciaire. Pourrait-il y avoir une relation entre cette vague de froid et la disparition des grands mammifères? L'archéologue Ken Tankersley affirme avoir déterré la preuve d'un impact cosmique dans une caverne de l'Ohio. C'est l'un des 12 sites connus datés précisément de l'époque de l'extinction des mammifères, à la fin du Pléistocène, dernière ère glaciaire. Dans cette caverne, Tankersley et son équipe ont découvert les restes calcinés de plus de 60 espèces de plantes et d'animaux de cette période et des instruments de chasse de la culture paléo-indienne. C'est incroyable. Voici une pointe paléo-indienne en os.
Elle est faite à partir d'une côte de grands mammifères, un animal semblable au mastodonte américain. Ce qui est fascinant dans cet objet, c'est que celui qui l'a fabriqué a sans doute été témoin de l'événement survenu il y a 13 000 ans. Tankersley dit que la plupart des os qu'il a découverts ont vécu un incendie dont l'intensité n'avait rien à voir avec un feu de forêt. Pour lui, il doit s'agir d'une explosion colossale, comme celle d'un impact terrestre. Pour les archéologues, c'est une trouvaille exceptionnelle. Regardez ce que nous avons ici. Ce qu'il veut nous montrer est caché dans une couche géologique appelée strate noire, vieille de 12 900 ans. Ce type de strate a été découvert dans plus de 50 endroits en Amérique du Nord. Je peux creuser à travers cette strate et dégager certaines zones plus sombres. À cet endroit, nous sommes en contact avec la fin de la dernière période glaciaire. Cette strate supérieure, oxydée, correspond au moment où les grands mammifères se sont éteints. Certains spécialistes ont déclaré avoir trouvé à l'intérieur de cette couche de sédiments des preuves indubitables d'un impact cosmique. Des sphérules de carbone produites par des feux intenses. Des diamants choqués exposés à des températures et des pressions extrêmes. Des lonsdaleïtes, une forme hexagonale du diamant qu'on ne trouve que dans les météorites. Et des micrométéorites, minuscules morceaux de fer et de nickel venus de l'espace extérieur. Si on prenait un aimant et qu'on le passe sur cette couche oxydée, je suppose qu'on ramasserait des micrométéorites. Vous voyez comment les sédiments y adhèrent. Une météorite sera attirée par cet aimant, tout comme le fer qui s'y colle ici. Cela laisse entendre que nous avons dans cette strate une forte concentration de micrométéorites et une absence totale aux étages supérieurs et inférieurs. Il y a 13 000 ans, il s'est produit ici un événement catastrophique. Nous savons que juste avant que ne se forme la strate noire, toute l'Amérique du Nord était couverte d'une fine couche de poussière et de particules. Cela indique qu'il s'était produit quelque chose juste avant ce changement climatique. De quoi s'agit-il? Nous ne le savons pas exactement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé quelque chose. On n'a trouvé aucun cratère pour dater exactement l'événement. Mais une roche spatiale n'a pas besoin d'atteindre le sol pour provoquer un désastre massif. En 1908, un corps rocheux a percuté l'atmosphère à 10 km au-dessus de la Tunguska, une zone sauvage de la Sibérie. L'événement a libéré une énergie équivalente à 5 mégatonnes de TNT. Vous pouvez imaginer ce qu'on ressent quand on fait un plat en se lançant d'un plongeoir en hauteur. Eh bien, un petit astéroïde éprouve une sensation similaire lorsqu'il est freiné subitement par la densité de la basse atmosphère. Juste après l'explosion au-dessus de la Tunguska, une onde de choc intense et une explosion d'air chaud se sont déplacées jusqu'au sol, puis dispersées. Le phénomène a anéanti presque 1600 km² de forêt. Selon certains spécialistes, un scénario similaire pourrait être à l'origine de l'extinction des grands mammifères d'Amérique du Nord. Et c'est une comète et non un astéroïde qui pourrait être la coupable. Contrairement aux astéroïdes, ces boules de neige sales contiennent davantage de glace et de gaz qui tendent à se disperser avant d'atteindre la surface. Si une comète était tombée vers la Terre et avait explosé dans l'atmosphère, elle se serait dispersée en matériaux éjectés vers le bas. On aurait également vu toute une gamme de dépôts derrière elle.
il y aurait eu un fort incendie sur une large zone. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de la zone d'impact aurait été détruit. En même temps, cela n'aurait pas eu d'effet immédiat sur le reste de la planète, mais juste à l'intérieur de la zone d'impact. Selon cette théorie de la comète paléo-indienne, les profonds changements climatiques ont provoqué l'extinction des mammouths d'Amérique du Nord. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, un petit nombre d'entre eux a survécu dans différentes régions du monde jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on possède une preuve archéologique qui indique que la culture paléo-indienne ne s'est pas éteinte avec cet éventuel impact. Ces populations se sont simplement adaptées au changement de l'environnement. Lorsque les animaux traqués par les populations paléo-indiennes ont disparu du paysage, celles-ci ont dû changer leurs habitudes de chasse et de cueillette. On ne peut dire avec certitude qu'une comète est à l'origine de cet événement paléo-indien. Mais l'homme contemporain pourrait-il survivre à un impact terrestre? Il se pourrait bien que nous ayons à en faire l'expérience. En ce moment même, des spécialistes des météorites parcourent la Terre à la recherche de ces messagers venus du ciel. Ces roches spatiales détiennent les mystères des impacts passés et, comme s'en aperçoivent à l'heure actuelle les spécialistes, les clés des événements à venir. Extinction de masse. Cratère de plusieurs kilomètres de diamètre. Paysage ravagé. Tout cela est la marque d'objets venus de l'espace. Depuis la formation du système solaire, des météorites font irruption sur notre planète. Mais où trouve-t-on ces roches? Le plus facile pour découvrir ces météorites est d'arpenter les régions sèches et désertiques comme le Sahara ou les déserts froids comme l'Antarctique. La végétation y est rare et il n'y a guère d'autres roches avec lesquelles on pourrait les confondre. Mais des météorites tombent sur toute la surface de la Terre sans région de prédilection. La cosmochimiste Meenakshi Wadhwa a parcouru le monde à la recherche de météorites. Aujourd'hui, elle supervise dans une université la plus importante collection de météorites au monde. Voici la collection de météorites du Center for Meteorite Studies de l'Université de l'État d'Arizona. Il y a 3 types de météorites. Elles peuvent être rocheuses, mi-roches, mi-fer ou riches en fer. Mais la plupart de ces 3 types contiennent une certaine quantité de métal. C'est ainsi qu'on peut distinguer les roches terrestres des météorites, en observant la teneur en métal de l'objet. Il y a une autre façon de distinguer une météorite d'une roche terrestre. Une croûte de fusion se forme sur les météorites lorsqu'elles traversent l'atmosphère terrestre. La plupart des météorites que l'on a découvertes viennent de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Mais on en compte pourtant près d'une quarantaine issues de la Lune et de Mars. Ici, il y a sans doute eu un grand astéroïde qui a touché la Lune ou Mars et qui a éjecté des morceaux de la croûte de ces 2 objets. Ces fragments sont probablement tombés sur ces planètes alors instables et ont continué leur chemin vers la Terre. Voici un morceau de météorite lunaire. Nous pensons qu'il provient de la partie montagneuse de la Lune. Nous savons qu'il s'agit d'une météorite lunaire parce que nous pouvons la comparer avec des échantillons prélevés par les missions Apollo à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les météorites sont de précieux sujets de recherche. Ils ont détruit à plusieurs reprises des formes de vie, mais ils ont peut-être aussi fourni les éléments chimiques nécessaires à la vie sur Terre. Voici peut-être une des météorites les plus étudiées au monde. Elle est tombée en 1959 au Mexique. Une chose intéressante à noter à propos de cette roche, c'est que ces grains blancs sont peut-être parmi les solides les plus anciens du système solaire. Ils dateraient de sa formation il y a 4,5 millions d'années. Ces grains blancs, combinés aux éléments chimiques de l'atmosphère et à des composants organiques terrestres, ont peut-être produit un mélange d'acides aminés qui sont les éléments premiers de la vie.
Les météorites ont donc joué un rôle très important dans la formation de notre planète et dans l'évolution de la vie sur la Terre. Il se peut que les météorites aient fourni les éléments nécessaires à la naissance de formes de vie. Mais elles peuvent aussi être une source d'inquiétude quand elles arrivent sans prévenir. « 9 septembre 2007. Ce jour-là, une dangereuse météorite, filant dans le ciel comme l'éclair, a touché le sol près de la ville péruvienne de Carancas, à la frontière bolivienne. Les débris se sont dispersés sur un cercle de 180 mètres de diamètre et la météorite a creusé un cratère de plus de 15 mètres de large et 5 mètres de profondeur. Un homme qui roulait à vélo a été renversé. Un autre, qui regardait dans la direction opposée, s'est vite retourné et a vu l'objet frapper la terre et un grand panache s'élever au-dessus. En parlant avec les villageois, on s'est aperçu qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils se disaient qu'il devait s'agir d'une manœuvre militaire, parce qu'ils sont tout proches de la frontière avec la Bolivie. Les spécialistes ont rassuré les habitants de la région en leur expliquant que c'était une météorite et non un missile qui avait donné naissance à ce cratère. Mais après l'événement, très vite, beaucoup de villageois se sont plaints de maux de tête et de nausées. Ils sont sans doute tombés malades à cause du soufre ou de la fine poussière qu'ils avaient inhalée. Les vapeurs venaient probablement du matériau qui suivait la météorite et qui a été atomisé en arrivant dans l'atmosphère. Le choc a sans doute provoqué en plus la libération de gaz. Mais une roche spatiale peut-elle libérer des substances nocives? Les films de science-fiction et les théories conspirationnistes affirment que des météorites pourraient diffuser sur notre planète des bactéries ou des virus mortels. Mais quelle est la réalité et quelle est la fiction? La probabilité qu'il se produise un tel événement est très faible. Si une roche faisait cela sur Terre et qu'une forme de vie microbienne survive, elle trouverait notre atmosphère très toxique. Un microbe qui a évolué dans un environnement sans oxygène ne peut pas survivre longtemps dans un milieu avec oxygène. La probabilité que la météorite péruvienne ait déclenché une guerre microbienne est écartée. Mais si elle avait touché un village alentour, les conséquences auraient été bien plus graves. Cela aurait eu le même effet que si quelqu'un avait planté des bombes le long de la route. Il y aurait eu un trou si vaste qu'il aurait englouti plusieurs véhicules. L'impact de la météorite péruvienne illustre encore une fois le caractère imprévisible des objets qui tombent du ciel. Mais les roches spatiales ne sont pas les seuls objets susceptibles de causer des dommages corporels. Plus de 200 objets de poids frappent chaque année notre planète. Et ils ne sont pas d'origine extraterrestre. Ils ont été fabriqués par l'homme. 1er février 2003. La navette spatiale Columbia est sur le point d'achever sa mission dans l'espace quand la catastrophe se produit. La navette se désintègre au moment de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Les débris tombent sur le Texas, la Louisiane et l'Arkansas. Les 7 membres d'équipage sont morts. Au moment de la rentrée dans l'atmosphère, la température s'élève. Certains éléments essentiels ont cessé de fonctionner correctement et finalement, l'appareil entier s'est montré défaillant. Les débris se sont répandus sur une vaste zone. Les catastrophes lors de la rentrée dans l'atmosphère d'un vaisseau spatial sont rares, mais les débris abondent. Depuis le début de l'ère spatiale, les fusées ont lancé des milliers de satellites en orbite autour de la planète. Et le résultat, c'est que nous avons pollué l'espace avec des étages de fusées, des satellites hors d'usage, des réservoirs de carburant, aussi bien que des clous, des boulons et des résidus de collision ou d'explosion. Ces débris flottent à l'abandon au-dessus de la planète, comme dans un dépôt d'ordures cosmique. Et parfois, certains retombent sur Terre. Il s'agit de savoir quand et où.
Les objets qui rentrent dans l'atmosphère risquent réellement de toucher une personne en arrivant au sol. 5400 tonnes de débris spatiaux se sont déjà écrasés sur Terre. En 1979, Skylab, la première station spatiale, s'est désintégrée au-dessus de l'océan Indien et ses débris se sont dispersés jusqu'en Australie. En 1997, un morceau de métal fumant de la taille d'un DVD est tombé du ciel et a frôlé l'épaule d'une femme dans l'Oklahoma. Elle n'a pas été blessée. Mais à des centaines de kilomètres de là, ce réservoir en acier inoxydable a atterri près d'une ferme au Texas. Les deux éléments faisaient partie du même étage d'un lanceur Delta II. C'est un débris d'un lanceur qui était en orbite depuis 9 mois. Il est rentré dans l'atmosphère au-dessus du Canada et du nord des États-Unis. En descendant, il a dispersé un certain nombre de fragments autour de lui. Celui-ci était le morceau le plus important. À El Segundo, en Californie, des spécialistes de l'Aerospace Corporation étudient les débris spatiaux pour découvrir les matériaux qui résistent à la rentrée dans l'atmosphère et minimiser ainsi les risques dans l'avenir. Voici les vestiges d'une fusée qui a placé un satellite GPS en orbite. Elle a été trouvée en Arabie Saoudite. C'est en titane. C'est un matériau qui a un seuil de fusion très élevé. C'est une des raisons pour laquelle il est si bien conservé. Il se déplaçait à une vitesse d'environ 200 km/h quand il a touché le sol. Pourquoi ces objets retombent-ils sur Terre? La plupart des débris spatiaux se trouvent dans l'orbite basse de la Terre, à environ 950 km au-dessus de la surface de la planète. Les objets peuvent rester 10 à 100 ans dans l'espace, puisque l'air n'oppose pas de résistance. Mais ils peuvent également subir un déclin d'orbite. Ils perdent alors leur énergie à cause de la faible résistance atmosphérique et la force gravitationnelle de la Terre va les attirer dans son atmosphère. Certains satellites tombent assez vite et d'autres après un long délai, simplement parce qu'ils commencent à frôler l'atmosphère terrestre avec une force qui va croissante avec le temps. Cette petite force va finir par les attirer hors de leur orbite et c'est à ce moment-là qu'ils rentrent dans l'atmosphère terrestre. La plupart des débris s'enflamment au cours de la rentrée et sont pulvérisés. Mais certains morceaux plus solides, composés d'acier inoxydable ou de titane, résistent à des chaleurs exceptionnelles. Après avoir traversé les régions denses de l'atmosphère, ils tombent en chute libre. Ils frappent la surface terrestre à une vitesse assez faible, disons 45 mètres par seconde ou 240 km/h. C'est bien là le problème. On a un objet qui passe d'une vitesse orbitale à une vitesse quasiment nulle en un temps relativement court. La communauté spatiale internationale impose maintenant de nouveaux équipements, parmi lesquels un système de propulsion qui assure que les rentrées dans l'atmosphère s'effectuent au-dessus des océans. La communauté internationale s'est mise d'accord sur un risque acceptable d'environ 1 pour 10 000 pour la rentrée dans l'atmosphère. Cela signifie que si on effectue 10 000 rentrées, il y a toutes les chances pour qu'on ait touché quelqu'un sur la planète. Donc si vous dépassez cet objectif, vous devez faire rentrer le matériel dans une zone sûre comme un océan. Mais ces nouvelles directives ne changent rien aux milliers de débris qui sont déjà dans l'espace. Malheureusement, beaucoup d'objets spatiaux ont été conçus avant ces nouvelles instructions et ils continuent à descendre lentement. Il faudra un moment avant que ces mesures prennent entièrement effet. Ce n'est pas de la science-fiction. Des objets fabriqués de la main de l'homme continuent à tomber sur la Terre. Les spécialistes doivent scruter le ciel en permanence pour découvrir les objets susceptibles de détruire une région ou pire, l'humanité entière.